Bonjour, bienvenue sur Stéphayako, le podcast qui met l'épiderme sur écoute. Ici, il est question du tatouage, de sa dimension artistique, thérapeutique ou sociologique. J'accueille des personnalités du monde du tatouage qui me donnent leur propre définition de cette pratique de modification corporelle. Un point de vue engagé, médical, anthropologique, spirituel, créatif. Bonne écoute! Le seul dessinateur intradermique de France. Autrement dit, un tatoueur, disons, légal. Combien de temps pour faire un tatouage? Tout est variable. Qu'est-ce que ça fait mal? J'ai le plaisir de recevoir Lionel Failly, tatoueur reconnu, mais aussi musicien et peintre. Il est également l'un des fondateurs des Derniers Trappeurs à Paris. Dans cet épisode, Lionel nous parle de sa vie de musicien avant de devenir tatoueur, des difficultés rencontrées pour imposer un style graphique et novateur, et de son duo artistique Agam Failly. C'est parti. Alors, aujourd'hui, je reçois Lionel Failly. Donc, salut Lionel. Pour te présenter, tu es musicien, peintre, tatoueur et plasticien. Tu as aussi fondé le Sublime Shop où on est aujourd'hui les Derniers Trappeurs à Paris avec Adrien et Roberto. Et tu formes aussi un duo d'art avec ta femme. Donc le duo s'appelle Agam Failly. Donc voilà, je suis super contente de te rencontrer et j'avais vraiment envie d'en savoir plus sur ton univers artistique, sur ton style très minimaliste et je trouve très poétique. Et puis ça fait déjà une vingtaine d'années, il me semble, que tu es dans le métier et tu as vraiment su imposer ce style qui est vraiment reconnaissable. Donc voilà. Je suis contente de faire cet épisode avec toi. Et je voulais commencer par la question que je pose à tout le monde. C'est-à-dire, quelle est ta propre définition du tatouage ? Alors, ma définition en tant que tatoueur ou tatoué ? Parce que c'est pas tout à fait pareil, je pense. Comme tu veux. En tant que tatoueur, j'aurais tendance à dire que le tatouage est là pour marquer un moment dans la vie de quelqu'un. Ce qui est très différent du tuning, où on essaye d'être cool ou de ressembler à quelqu'un ou quelque chose qu'on n'est pas. Donc, en tant que tatoueur, je me situe plutôt dans le métier de la personne qui essaye d'illustrer un moment bien précis de la vie d'une personne. Voilà. Et en tant que tatoué, je sais plus trop parce que je commence à être un petit peu équipé. Et des fois, je vois un peu ce que j'ai, je me dis, ouah, quand même, c'est un peu n'importe quoi. Donc, peut-être que j'y attache moins d'importance en tant que tatoué que tatoueur. Tatoueur, j'essaie vraiment de comprendre la personne et d'aller dans son sens. Voilà. Et est-ce qu'au fil du temps, parfois, il y a moins de symbolique et plus d'esthétisme quand on commence à être beaucoup tatoué ou parfois? Alors, en tant que tatoué, je réponds, alors non, moi pas du tout au niveau c'est pas très esthétique ce que j'ai, mais c'est plus des bons moments passés avec plein de potes qui m'ont tatoué durant ma vie. Mais c'est vrai que quand on voit un peu le résultat, c'est pas hyper réfléchi. Voilà. Mais c'est une autre époque aussi. Oui, ça illustre ta vie aussi, c'est un peu... Complètement, ouais. Alors, je voudrais revenir sur ton parcours avant de te lancer dans le tatouage. Donc, tu as été musicien professionnel pendant une dizaine d'années, il me semble, avec ton groupe de punk, donc Portobello Bones. Et tu passais ton temps en concert et sur la route. Mm-hmm. Et donc, est-ce que tu peux nous dire comment c'était cette vie de road trip perpétuelle ? Alors, en fait, c'était assez difficile parce qu'on était personne et qu'on faisait un style de musique qui n'était pas très bien accepté au début des années 90. Donc on avait tout approuvé. Je pense qu'on était dans des grandes utopies. Des utopies de mode de vie, d'entraide entre les gens, entre des groupes, entre des labels, etc., des organisateurs de concerts, des radios indés, des fanzines. Donc c'était une vie très 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 remplie. Parce que à cette époque-là, moi j'avais le groupe, je m'en occupais au niveau management. J'avais un fanzine, j'avais un label, une émission de radio. Donc c'était très 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 dense, plus les concerts.
Et le côté road trip, en fait, je crois que j'en suis jamais sorti. Parce que pendant une vingtaine d'années, j'ai beaucoup voyagé en tant que tatoueur, quasiment aux quatre coins de la planète, pour rencontrer des gens avec qui je voulais travailler. Et pour ce qui est du tatouage, du coup, j'ai beaucoup été sur la route. Peut-être autant qu'en tant que musicien. J'ai arrêté de l'être en tant que tatoueur parce qu'on a ouvert la boutique Les Derniers Trappeurs et on considère un peu cet endroit à Paris comme notre maison. L'endroit où on revient en famille, où on est bien et où on aime se retrouver. Donc on a fait en sorte d'avoir un lieu où on a tout pour travailler dans des conditions optimales. Donc j'ai plus envie d'être dans des endroits où le matériel est branlant, où on va pas pouvoir accueillir bien les gens. Voilà. Donc c'est pour ça que je voyage plus en tant que tatoueur depuis quelques temps. Mais avec donc Tal, ma femme, on est énormément sur la route. Hormis depuis cette histoire de confinement où on nous a un peu coupé l'herbe sous les pieds. On essaye de bien le vivre, mais on est quand même un couple un peu globe-trotter. Voilà. Donc c'est quasiment la seule période de ma vie où je voyage pas, c'est en ce moment, par la force des choses. Ouais, tu es sédentaire, mais oui, par la force des choses. Par obligation, ouais. Tu as abordé pas mal de sujets que je voudrais qu'on développe, justement. Alors, j'ai lu dans un article polonais, qui date un peu, que j'ai retrouvé pas mal d'archives, que tu as eu un apprentissage avec Jan Black, et qu'il était devenu un peu ton mentor, qui venait à tes concerts, que vous faisiez un fanzine ensemble. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé et justement comment tu es venu au tatouage après ou pendant ta carrière de musicien? Alors, c'est pas tout à fait ça. J'ai jamais été apprenti de Yann. Par contre, historiquement, j'ai commencé à tatouer, j'avais 15 ans. Je tatouais à la main. Donc j'étais un peu celui qui savait faire des têtes de punk auprès des punks. Donc celui qui tatouait les punks. Alors, c'était dans des conditions déplorables, évidemment. C'était les années 80, vu que je suis vieux maintenant. Et voilà, j'ai arrêté parce que c'était un carnage. Mais j'étais déjà à fond là-dedans. Pendant la période où j'étais musicien, le groupe dans lequel je jouais, Portobello Bones, on tournait beaucoup. Et Yann, que je connaissais pas, a priori, aimait beaucoup notre groupe et faisait du stop et venait nous voir en concert régulièrement. Sans que je le rencontre et sans que je le connaisse. Et c'est un ami en commun qui nous a présenté un soir. Et Yann avait énormément avancé, lui, de son côté, en tant que tatoueur. Il venait d'arriver à Paris. Il était à Bruxelles avant. Et voilà, on s'est rencontrés. On est devenus potes. On est devenus copains comme cochons à l'extrême très vite. Et donc, après, on s'est côtoyés énormément. Et sa manière de travailler, de tatouer était assez avancé, notamment pour le trait. Et voilà, et donc il m'a beaucoup aidé sur cette période-là. Après, après, quand il est parti à Montréal, évidemment, je suis allé le voir et on s'est côtoyé quand même pas mal de temps. Voilà, mais ça n'a pas été, j'ai pas été l'apprenti d'Yann. On a fait un échange de bons procédés. Dans le sens où, quand il était à Paris, je lui disais il faut absolument que tu communiques plus par rapport à ton travail, parce qu'Internet, c'était un peu les balbutiements pour nous. Et moi, c'était déjà mon métier avec la musique. Donc, voilà, j'ai proposé d'envoyer des photos. Et puis là, ça a été un peu la révélation pour plein de gens par rapport à son travail, et tant mieux. Et voilà, pour resituer un petit peu la petite histoire par rapport à Yann. D'accord, donc oui, effectivement, c'était pas un apprentissage classique. Et, dans les gens qui m'ont vraiment beaucoup aidé, il y a eu effectivement Yann pour certains aspects techniques. Il y a aussi Rafto de Utopia à Poitiers qui travaille avec Kunz, qui était aussi anciennement, enfin pas aussi, mais qui était anciennement tatoueur aussi chez Tintin. Et Rafto m'a énormément aidé. Je crois que ça a été grâce à lui que je suis devenu tatoueur professionnel. Il m'a vraiment épaulé aussi, et plein d'autres gens. Mais Rafto a été très très important
Bon, bah, Yann à l'époque, il y a Noun aussi qui a commencé à tatouer en même temps que moi, donc on s'est croisés au tout début quand moi j'étais sur les festivals. Et voilà, on s'est suivis. Enfin, il y a plein de gens qui tous individuellement ont eu un impact, on va dire technique surtout, hein, parce qu'après on n'a pas tous le même univers, mais la liste elle est longue, elle est très longue. Voilà. D'accord. Et du coup, j'ai vu que tu avais ouvert 2 shops. Tu avais ouvert 2 shops, dont un à Nantes. Ouais, c'est vrai. Et j'avais cru comprendre que ça s'était fermé, enfin tu les avais fermés assez rapidement pour reprendre ta vie sur la route et continuer à faire des guests et à voyager. Et finalement, un peu le même mode de vie que les tournées, comme tu disais tout à l'heure. Et maintenant, ça fait à peu près 20 ans que tu tatoues et vous avez fondé Les Derniers Trappeurs avec Adrien et Roberto. Et donc, pourquoi... Enfin, d'abord sur la vie de tournée avant, comment les voyages t'ont enrichi dans ton travail et justement le fait de connaître des cultures tatou différentes, des clientèles tatou même différentes, comment ça a pu t'enrichir. Et puis ensuite, je voulais savoir aussi... justement, qu'est-ce que ça faisait de se poser un peu après une vie de nomade. Mais bon, d'après ce que j'ai compris, tu continues. Ouais, alors ça fait plein de questions. En tout cas, tu es très renseigné, c'est surprenant. À l'époque où j'étais dans la musique, pour situer un peu historiquement Internet, personne n'avait ça. C'était quasiment personne n'avait Internet à la maison. Donc ça c'est le premier point pour déjà se rendre compte à quel point c'était quasiment le néolithique. Donc on travaillait pour organiser des tournées téléphone, fax et on envoyait avec des timbres sur des enveloppes quoi. Donc c'est quand même une autre époque et notamment il y avait très très peu de publications par rapport au tatouage. Il y a eu Tatouage Magazine qui est arrivé quand moi j'étais quasiment à la fin de mon groupe. Mais le moindre magazine import américain qu'on pouvait trouver, on regardait avec une loupe les tatouages. On était comme des fous à essayer de comprendre comment on faisait un aigle en couleur aussi bien ou une tête d'Indien. Donc c'est cette époque-là d'où je viens moi. Et le fait de tourner partout en Europe et au Canada, alors là je parle pas d'Yann parce que c'est bien avant, ça m'a permis de rencontrer plein de gens dans le tatouage. Parce que j'étais vraiment passionné par ça. C'était effectivement pas du tout la mode médiatiquement, on va dire. Et je savais que c'était un métier dans lequel on n'était pas les bienvenus. Pour trouver du matériel, c'était très compliqué. Donc, c'était plein de raisons qui faisaient que de toute façon, je voulais faire ça. Parce qu'on te dit, tu peux pas, c'est interdit, t'as pas le droit. Territoire protégé, donc justement, je veux y être. Et c'est ce que j'ai fait en fait en voyageant. Alors par exemple, pour la petite anecdote, à Prague, j'ai rencontré des gens qui étaient dans les 3 premiers à ouvrir une boutique officiellement en République tchèque, et c'est devenu des grands amis et avec qui j'ai travaillé pendant des années, mais des années plus tard. Donc j'ai rencontré plein de gens qui commençaient à essayer d'être un peu émergents dans leur pays, dans leur ville. Aux Pays-Bas, en Allemagne, en Angleterre, dans plein de pays où j'ai pu aller jouer à l'époque. Et donc ce réseau-là, moi, je me le suis construit un peu inconsciemment. Et c'est des gens vers qui je me suis tourné très vite quand j'ai ouvert notamment ma boutique à Nantes, où j'ai cru que je devenais dingue d'être enfermé, en fait. Parce que je ne savais pas le faire et je le gère très mal, toujours. Et donc je suis parti très vite voir tous ces gens que j'avais rencontrés durant toutes ces années. Et par la suite, donc déjà à cette époque-là, j'étais assez mobile. En même temps, j'étais vraiment passionné par le côté ethnique du tatouage, par l'histoire du tatouage. Et j'ai eu envie d'aller rencontrer aussi des gens qui sont dans un tatouage très spécifique, par exemple le tatouage Mentawai, avec Durga qui à l'époque était à Jakarta, ou... avec les Borneo Headhunters qui faisaient du tatouage de l'île de Bornéo, basé sur les Dayaks. Et donc, je suis allé les voir, ces gens-là. Et pareil pour Nouvelle-Zélande, etc., au Japon, voilà. Donc, c'était une vraie soif de découverte, pas pour essayer d'en faire quelque chose à ma manière, mais simplement par rapport à l'histoire du tatouage, qui m'a toujours passionné. Et je pense que là, maintenant, il y a un vrai fossé avec
une nouvelle génération que je respecte beaucoup parce qu'ils ont un talent incroyable, mais qui ne s'intéressent pas forcément aux origines du tatouage, ou très peu, j'ai l'impression dans les discussions que je peux avoir. Donc déjà, on vient pas du même monde parce que déjà à l'époque c'était une vraie volonté. Roberto pareil, hein, c'est une vraie volonté de faire partie de ce clan, ce grand clan des tatoués et des tatoueurs, mais aussi avec une soif de connaissance d'où vient le tatouage et envie d'aller les voir, quoi. Donc moi je l'ai fait, Roberto aussi. Et sans forcément qu'on se connaisse à l'époque, mais lui aussi est parti faire le tour du monde pour rencontrer des tatoueurs et des gens spécialisés dans des styles bien précis. Et ça t'a permis justement de découvrir les styles, mais autrement que la culture tatou française, enfin déjà des tatoueurs de l'époque qui étaient connus un peu dans le tatouage français, mais aussi les différents styles, et comme tu dis, plus ethniques, même des styles assez tribaux. Ça t'a permis de vraiment aller voir sur place et connaître un peu les rituels. Complètement. Et puis il y a eu aussi des moments assez forts où certains, on va dire, certains maîtres tatoueurs t'offrent leurs outils pour dire voilà, on estime que par rapport à qui tu es, ce que tu fais, tu peux transmettre cet art ancestral, donc c'est très touchant. Surtout, moi je viens d'un milieu où le tatouage c'était quelque chose de très tabou, interdit, on n'a pas le droit de se dessiner sur nous, voilà, c'était quelque chose de très mal vu parce que ça rappelait les camps de concentration, ça rappelait, donc moi j'en ai évidemment connu des personnes qui avaient les numéros sur les avant-bras, donc c'était pas très bien perçu, en tout cas moi dans ma famille, et puis aussi des gens qui sortaient de prison, qui avaient fait la Légion, donc c'était quelque chose qui n'était pas très bien perçu et un peu interdit. Donc, au contraire, j'avais qu'une envie, c'était d'aller dedans. Et j'ai eu cette chance-là de pouvoir découvrir, rencontrer, voir des gens et tout ça. Et après, moi, j'ai une autre vision de l'époque d'où je viens, qui est absolument plus, du coup, la même que maintenant. Mais on est quand même dans un pays latin et qui est catholique. Et je pense qu'il y a une très grande différence avec la Scandinavie, l'Allemagne, où il y a plus de protestants. Et dans tous ces pays, il n'y a pas eu d'interdiction par rapport au tatouage. Ça a toujours existé. Les premières boutiques, elles ont été plutôt dans le nord qu'au Portugal ou en Espagne. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des grands tatoueurs. Mais on est arrivé un petit peu en décalage. On est arrivé avec notre propre culture où il y avait pas autant de boutiques de tatouage qui avaient pignon sur rue. Quand moi j'ai commencé, il y en avait, mais c'était pas aussi développé que maintenant. Et surtout, c'était pas aussi développé qu'au Danemark, en Norvège, en Suède, en Allemagne. Et on est arrivé un petit peu décalé au niveau des styles, au niveau de la culture. Je pense qu'on avait une certaine fraîcheur et une innocence qu'on a pu transmettre un petit peu dans tous ces pays-là. C'est pour ça que maintenant on dit, on reconnaît un peu une touche française dans le tatouage et le côté illustratif et tout ça, c'était quelque chose qui n'existait pas du tout. Quand moi j'ai commencé à vraiment être là-dedans. Donc c'est peut-être une chance aussi. Ouais, complètement. Et donc avec ce nouveau shop, quel est l'état d'esprit du shop? Pourquoi vous avez créé ce nouveau projet et pourquoi avoir décidé de recommencer l'aventure d'avoir un shop? Alors, avec Roberto, je pense que ça doit faire à peu près 14-15 ans qu'on travaille ensemble. Quand on s'est rencontrés quand il avait sa boutique Art Corpus, qui existe toujours. Voilà, et puis avant tout on est des grands amis, et puis quand il est parti d'Art Corpus, je suis parti aussi. On a été donc chez Sanuji avec Adrien qui nous a rejoint en tant qu'apprenti, et puis il y a eu vraiment une envie d'avoir un lieu où on se sente vraiment bien avec certains détails qui sont importants pour nous, pour notre quotidien, pour qu'on soit vraiment comme à la maison. Exactement, il y a la convivialité, puis il y a aussi vraiment la volonté d'accueillir dans de bonnes conditions les gens, ce qui n'était plus tout à fait possible à Sanuji parce qu'on était trop nombreux, il n'y avait pas d'intimité. Voilà, donc c'était un peu compliqué pas à la fin, mais il y avait par moments c'était compliqué de pouvoir avoir une vraie intimité avec un client ou une cliente
par rapport à son projet et aussi par rapport à l'endroit où on va tatouer sur le corps. Voilà, donc c'était plein de petites choses qui faisaient qu'on rêvait d'avoir un endroit à nous. Et alors j'insiste sur l'âge, mais pour nous c'était un petit peu la dernière aventure entre guillemets d'avoir notre maison en plein Paris. Ce qui était déjà quasiment irréalisable. On a quand même 200 m² au cœur de la ville. Et c'est, on va dire, c'est 99% Roberto, sincèrement. Voilà. Donc, ça a été un travail titanesque où il a dormi au milieu des travaux pour surveiller, pour être là. Voilà. C'était vraiment le capitaine. Et Adrien, maintenant, prend le relais pour que, justement, on puisse, nous, tous être mobiles par rapport au style de vie qu'on aime avoir. Donc, Roberto part très régulièrement dans ses montagnes. Moi, dès que je peux, je m'en vais. Et puis voilà. Et donc, on a un endroit où on aime revenir. Et ça, c'est un vrai bonheur. David, qui est là, qui maintenant est à Marseille, ça a été le premier apprenti de Roberto. Et aujourd'hui, voilà, exactement. Donc là, il est aujourd'hui avec nous. Et on a plein de potes qui reviennent travailler avec nous ici. Voilà. Donc c'est un peu votre port d'attache. Exactement, vraiment. C'est vraiment comme ça en tout cas, que moi, je le vis. Ouais. Et justement, il y a quand même un peu un esprit de famille dans ce shop et une grande amitié qui vous unit. Et puis pour ceux qui ne savent pas, ta sœur est tatoueuse. Absolument. Donc à suivre absolument, Béatrice Massel. Moi, je suis super fan. Et puis j'ai eu la chance de me faire tatouer par elle il y a quelques années. Et puis tu travailles aussi avec ta femme, donc sur Agam Faye, dont on va parler tout à l'heure. Donc est-ce que le tatouage et l'art, pour toi, c'est plutôt une affaire de famille dans ta vie ? Alors, je sais pas du tout. Je sais pas. Ma sœur, on a toujours été très, 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 très proches, enfants. On a fait les mêmes écoles quasiment, sauf qu'elle elle a été un peu plus loin que moi, mais on a la même mère, c'est ce que je dis souvent, qui est assez farfelue, donc les chats font pas des chiens, comme on dit. Voilà. Après, le fait que je travaille avec Tal, sous le nom de Agam Faye, c'était un peu une évidence. C'était une évidence. C'est difficile à expliquer. On a commencé à travailler ensemble en Argentine quand je faisais une exposition à Buenos Aires. Voilà. Et puis après, en Norvège, j'avais pareil une exposition et elle est intervenue encore de manière plus présente à travers de la broderie sur des peintures. Et puis voilà. Et puis en fait, on se marre tellement qu'on a décidé d'unir pour qu'à la fin on sache plus qui fait quoi et voilà, et c'est des évidences en fait, il y a rien de vraiment calculé. Je sais pas si je réponds bien à la question, mais je crois qu'en fait tout ce que je peux faire en tant qu'être humain, ça vient du fait qu'on a tous un grand besoin de pouvoir s'exprimer. On n'a pas tous la chance de pouvoir le faire. On n'est pas forcément écouté ou vu ou quoi que ce soit, mais c'est pouvoir dire les choses. Alors, il y a des gens qui vont manifester, il y a des gens qui vont écrire des livres, il y a des gens qui vont taper sur leur femme, il y a des gens qui vont faire du foot. C'est des moyens de s'exprimer. Moi, je sais qu'à travers le dessin, à travers l'illustration, à travers la musique, à travers des projets X ou Y, ça me fait du bien et ça permet d'aller chercher au fond de moi des choses et de faire le tri et de faire le ménage. Donc je me sens bien avec tout ça. Mais c'est vrai que c'est très difficile en France d'être accepté en tant que tatoueur, plasticien, musicien, peintre. C'est pas normal. Tu dois forcément être dans une seule et unique case. Ici, chez Dernier Trappeur, on a toujours mis en avant le fait que ça devait être pluridisciplinaire. Tu vois, il y a plein de peintures autour de nous, il y a plein d'illustrations et on pousse tout le monde à s'exprimer en dehors du tatouage. Et tout est communicant. Si tu fais que du tatouage toute la journée, toute l'année, toute ta vie, tu vas finir par t'épuiser, par plus avoir grand-chose à
à apporter, peut-être à répéter même des sujets ou répéter des manières de faire, et de rentrer dans des automatismes. Donc il y a toujours un danger. Le fait de faire des pauses, de partir, de voir ailleurs si on y est, et de rencontrer d'autres gens pour faire d'autres choses. Alors là, en l'occurrence, avec Tal pour Agam Fahi, mais avec mes potes pour Granit 665, le groupe dans lequel je joue maintenant, c'est à nouveau d'autres sources d'énergie qui nous redynamisent. Et quand je reviens tatouer, je suis trop content de tatouer. Mais si je faisais ça tout le temps, j'ai peur de devenir aigri. À ce que ça devienne une routine, une rengaine, et puis tu vois, et je veux pas ça. Voilà. Donc pour moi, ça c'est nécessaire. Roberto, lui, il a besoin d'être dans la forêt. Adrien, il a besoin d'aller en Scandinavie. Voilà, on a tous des besoins pour se ressourcer et pour avoir le plaisir de se retrouver et de revenir à fond, quoi. Donc moi, en tout cas, ouais, c'est surtout un besoin vital de s'exprimer. Parce qu'on est personne et que tout le monde s'en fout de qui on est et en tant qu'individu lambda. Et donc, c'est des moyens de réaction par rapport à ce qu'on vit dans notre quotidien. Et voilà. En tant que tatoueur, j'ai une responsabilité par rapport aux gens que je tatoue. Mais pour le reste, il n'y a pas vraiment de limite. Et c'est hyper enrichissant pour après revenir au service des gens en tant que tatoueur. Alors, je voudrais qu'on me parle un petit peu plus maintenant de ton style. Et d'abord, je voulais savoir pourquoi tu as choisi ce nom de Out of Step, donc qui veut dire décalé. D'où vient ce choix? Alors ça, c'est à l'époque où j'avais ma boutique à Nantes. Ça s'appelait Out of Step. Et ça vient d'un album de Minor Threat. Voilà, donc Minor Threat, c'est un groupe américain que j'adorais, et il y avait cette pochette toute débile où t'as un mouton noir qui est en dehors du troupeau et s'appelle Out of Step. C'est resté, j'ai trouvé ça bien marrant, donc j'avais peint toute la vitrine comme ça avec une tondeuse à gazon avec des moutons et ça n'a pas du tout marché, c'était un fiasco, mais il n'y avait pas une photo de tatouage avec des tableaux, des dessins sur les murs, et c'était à l'époque où les gens demandaient des catalogues. Est-ce que vous avez des catalogues? Non, des catalogues de motifs de tatouage, vu qu'on n'avait pas les téléphones. Des ailes, voilà. Il y avait tout, il y avait le kit complet, et donc moi j'en avais pas, volontairement pour pouvoir que dessiner pour chaque projet, voilà. Donc ça s'appelait Out of Step, et puis c'est resté parce que j'avais mon site, et puis voilà, ça n'a pas vraiment je sais même pas pourquoi je l'ai gardé en fait. Mais j'aimais bien ce côté-là à l'époque, surtout par rapport au tatouage, moi de cette période-là où j'avais travaillé un petit peu en boutique, et en boutique on me disait ouais, il faut pas parler avec les gens, les gens ils veulent tel motif, ils le veulent là, tu le fais, tu prends les sous et puis suivant. Et alors c'est l'usine, et puis c'était surtout très triste parce qu'en fait si tu prends le temps, à l'époque si tu prenais un petit peu le temps avec les gens de discuter, leur demander pourquoi tu veux tel motif, et voilà, et qu'on avait un peu l'explication par rapport à la vie que ces gens-là vivaient, on pouvait faire des choses vraiment personnelles. Et donc il y a eu un moment où je dis voilà, c'est pas compliqué, soit j'ouvre ma boutique et je fais vraiment ce que j'aime moi et je prends le temps avec chaque personne, ce que je fais encore maintenant, soit j'arrête de tatouer parce que ça correspond pas du tout à ma vision de la vie et des rapports humains. Justement, tu fais jamais de flash, tu préfères, tu privilégies le fait de raconter une histoire, raconter l'histoire de la personne et prendre le temps avec la personne sans proposer de flash qui peuvent aller un peu à tout le monde. J'en fais pas du tout. Je dessine beaucoup, donc ça pourrait être aussi du flash si on voulait, mais non, je fais vraiment un dessin unique par personne, et j'essaye de comprendre et d'aller vraiment dans la direction de la personne. Donc on dessine à deux, on travaille à deux pour chaque projet, et le but c'est que la personne reparte avec quelque chose qui soit unique. Voilà. Donc c'est une démarche assez différente. Je fais pas de dessin qui soit reproduit X fois sur la peau des gens, ça m'intéresse pas. C'est vraiment pas. C'est vrai, c'est la base du tatouage. Le tatouage, c'est ça. Dans notre culture, c'est tu vas chez le tatoueur, il y a des flashs au mur et tu choisis tel numéro, et c'était ça le tatouage, moi, quand j'ai commencé. Mais je veux pas ça, donc je fais tout l'inverse de ça. Oui, je voulais parler de ton style. Je sais pas comment toi tu le qualifies. Peut-être que tu vas nous donner une définition. Moi, je disais que c'était plutôt épuré, minimaliste, poétique, et que
les lignes épousent vraiment les formes du corps, c'est vraiment adapté au corps de la personne. Et comment tu as forgé ce style ? Est-ce que l'univers de la musique, par exemple, dans lequel tu étais avant, avec toute l'iconographie des pochettes de disques, des fanzines, des affiches de concerts, tout ça, est-ce que ça a pu t'influencer ? Alors oui, parce qu'en fait, à l'époque, quand on organisait des concerts, on n'avait pas les moyens de faire des affiches en couleur, évidemment. Donc c'était que de la photocopie noir et blanc. Et qui dit photocopie noir et blanc dit déjà une certaine limite dans la création et dans la créativité, pardon. Et le but, c'est qu'on comprenne tout de suite quel concert, quel groupe, quelle date, quel prix, etc., etc. Donc peut-être qu'il y a eu ce côté un peu urgent dans la manière de travailler l'image. Et oui, c'est vrai qu'à l'époque, on était avec des ciseaux et de la colle et du scotch pour faire des montages. Les ordinateurs, on ne savait pas trop ce que c'était. Donc voilà, ouais, je pense que oui, évidemment, ça m'a beaucoup influencé. Après, le style, il vient surtout je pense, de mes 4 enfants que j'ai et à qui j'ai lu plein d'histoires et avec qui on a passé des centaines d'heures dans les bibliothèques et voilà. Et donc, je pense qu'il y a un lien avec mon rôle de papa de l'époque. Maintenant, ils sont grands, mais où du coup, tout ce qui peut être proche des histoires et des contes, ça a toujours été quelque chose de très important pour moi. Et la manière dont eux dessinaient aussi, le fait qu'on ait dessiné ensemble, donc il y a un lien dans tout. Après, techniquement, moi j'ai une volonté, c'est d'essayer d'être le plus sobre possible. Ce qui n'est pas le plus simple à faire en tatouage parce que tu peux pas gommer, tu peux pas cacher un trait s'il n'est pas bien fait. Tu peux pas mettre de la couleur et puis faire en sorte que ça s'oublie. Un trait, on va dire pur entre guillemets, il doit être le plus parfait possible et c'est pas le plus simple à faire. Il faut que ça paraisse simple une fois que c'est fini et cicatrisé, mais quand tu le fais, c'est un peu galère. Et ça, j'aime bien ça parce que c'est jamais simple. Et c'est tout le temps du stress quand il s'agit de faire ce type de travail. Et j'essaye de faire en sorte qu'il y ait le moins d'éléments possible parce que je pars du principe que quand la personne vieillit, la peau vieillit et certaines fois on ne comprend plus rien une fois que les tatouages vieillissent avec la personne. Et quand tu as très peu de traits, en fait, la peau, elle bouge pas, elle reste telle qu'elle. Donc le tatouage a tendance à plutôt bien vieillir. Donc c'est cette quête-là dans laquelle je suis depuis assez longtemps maintenant. Ouais. Oui, sur la lisibilité finalement du message et du motif et que ça puisse être vu même de loin ou même sur une peau qui vieillit, qu'on soit quelque chose d'impactant tout de suite et qu'on n'ait pas à chercher le détail ou à comprendre finalement ce que c'est. C'est vrai que des fois tu vois alors ça c'est très personnel, mais des fois tu vois des tatouages ultra réalistes ou très chargés en couleurs et tu comprends pas trop, à part si t'es vraiment très près, tu fais ah ouais dis donc, wow, incroyable, techniquement c'est super et tout. Moi, je suis pas persuadé du fait que ça tienne le temps. Voilà. Donc, je travaille à l'inverse de ça. Après, il y a des gens vraiment que j'admire énormément et qui travaillent de manière très dense. Il y en a un, surtout, c'est Vincent, qui travaille chez Glamour à Montréal, anciennement Bizarroïde, tatou à Nantes. Et c'est un gars, je vois ses tatouages qu'il a pu faire sur des potes à moi qui ont quasiment 20 ans et il n'y a rien qui a bougé, les couleurs, rien n'a bougé, les traits non plus. Donc voilà, il y a des ovnis comme lui qui existent, mais d'une manière générale, je reste assez convaincu de ce que je dis. Donc moins c'est plus. Plutôt vérifier. Je pense que il y a aussi le fait que ce type de travail permet de rester ouvert pour la suite parce qu'on change, parce qu'on vieillit, parce que la vie c'est pas quelque chose de monotone et qu'on peut repartir sur des anciens tatouages pour continuer l'histoire, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre. Et donc, de laisser de la place sur le corps, c'est pas mal. On n'a pas tant de place que ça. Donc, je prends en compte aussi, effectivement, beaucoup la morphologie de la personne, les accidents, des cicatrices, des grains de beauté, t'es gros, t'es maigre, t'as des ancêtres irlandais ou du Botswana, c'est pas du tout pareil, t'es grand, t'es petit, etc., etc. Donc, prendre tout ça en compte, pour moi, c'est important. Plus que d'avoir un dessin que j'ai fait et qu'on va
plaqué sur le corps et sans prendre en considération la morphologie de la personne. Donc c'est une manière de faire que j'ai, voilà, avec le temps. Je sais pas si c'est une bonne réponse non plus par rapport à tout ça, mais pour moi c'est important. Une adaptation, en fait. Ouais. Tu t'adaptes à chacun de tes clients aussi bien sur leur corps que leur histoire. Et puis le souhait qu'ils ont, ce qu'ils ont en tête aussi. Hein. Il y a des gens qui veulent des petits tatouages, d'autres des plus grands, donc on cherche ensemble. Et tu es souvent cité comme un des précurseurs du style un peu graphique en France, aux côtés de gens aussi qui sont cités comme précurseurs, comme Yann Black, comme on en parlait tout à l'heure, ou Navet, Autopsie. Donc c'est des artistes que j'ai vus souvent repris dans les articles quand on parlait de toi en tant que précurseur. Bon, moi, c'est que des gens que j'adore, ça tombe bien. Je voulais savoir ce que toi, tu en penses, enfin, comment tu vois ça. Et dans une interview, tu disais que le lien entre vous, et c'était peut-être lié au fait que vous avez fait une école d'art, ce qui n'était pas forcément courant à l'époque, de beaucoup de tatoueurs qui avaient un apprentissage peut-être plus à l'ancienne ou plus autodidacte, sans forcément de formation artistique, et qui allaient plus faire des flashs dans les street shops. Ouais, est-ce que pour toi ça a un lien? Je pense que ça a toujours je suis assez d'accord avec ce que j'ai pu dire à l'époque. Finalement, je dis pas que des conneries tout le temps. Oui, effectivement, je pense qu'on est venu avec un bagage culturel qui était très différent de la scène du tatouage qu'il y avait à l'époque, qui était plus orienté moto, hein, pour faire simple. Donc je pense qu'on est toute une série de tatoueurs à venir avec un permis B, donc le permis voiture, ce qui a beaucoup changé notre perception du tatouage. Et puis culturellement, c'est vrai que moi j'ai passé beaucoup de temps, comme tous les gens que tu as cités, dans des musées, dans des expositions, pareil, à utiliser plein de médiums différents pour à nouveau s'exprimer. Ça revient toujours aux mêmes histoires. Mais je pense que oui, on n'était pas des bikers. Et ça, c'était quelque chose d'assez nouveau à l'époque. Et voilà. Je pense qu'on est plus, oui, effectivement, d'écoles d'art que de clubs de moto. Voilà. Et justement, comment ça a été accueilli à l'époque? Quelle a été la réaction un peu à cette nouvelle vague? Alors moi, je peux parler que pour moi, parce que je pense que les autres, ça a été très rapide et c'était vite admis. Je pense qu'il faut vraiment leur demander à eux. Pour moi, c'était très très difficile. C'était très très compliqué et très très difficile. Et je pense que j'ai vraiment payé ma dette à ce milieu-là, pour plein de raisons. Mais pour faire un peu plus rapide, les premiers à avoir été intéressés par mon travail, c'était les Allemands de magazine Tätowierer Magazine, qui sont venus, qui ont fait une interview, qui sont restés à la maison 2 jours et qui ont publié, je crois que ça faisait 5-6 pages d'interview. Et là, ça a été un petit peu... il y a eu quelque chose qui s'est déclenché là-bas, alors que c'est vraiment une période pour moi qui était très difficile financièrement. Je faisais des petits boulots à droite à gauche pour pouvoir nourrir ma famille. C'était vraiment une période très compliquée. Et cet article-là, en fait, a changé ma vie sans que je m'en rende compte sur le moment, parce que ça a coupé en deux le public allemand, ceux qui étaient pour et ceux qui étaient contre ce que je faisais. Et a priori, ils avaient jamais vu ça. Donc on m'a demandé de venir en Allemagne. J'ai été obligé d'emprunter des sous pour pouvoir me payer le voyage, parce que vraiment on n'avait vraiment plus d'argent, de rien du tout. Et quand je suis arrivé là-bas, pour la première fois, j'avais des clients et des gens qui voulaient que je les tatoue avec mon style. Et ça a été un vrai déclic, parce que quasiment du jour au lendemain, j'ai commencé à avoir des demandes, d'abord en Allemagne, après en Autriche, après en Suisse, après ça a été en Angleterre, après j'ai eu des clientèles des États-Unis. Donc ça s'est pas fait en 2 secondes, hein, ça a été très long. Mais j'ai eu cette chance-là d'avoir été un peu reconnu par Tätowierer Magazine en Allemagne, à un moment où c'était vraiment le chaos pour moi dans ma vie. Et en même temps, à l'époque, j'avais aussi des menaces de gens qui m'écrivaient en me disant qu'ils allaient me casser les mains.
J'ai même eu des menaces de mort d'une boutique du Texas en disant que c'était pas possible, qu'on n'avait pas le droit de tatouer. Parce que c'était pas du vrai tatouage ? Parce que c'est pas du vrai tatouage, parce que c'est n'importe quoi, parce que tu te fous de la gueule des gens, etc., etc. Alors que si on regarde maintenant ce qui se passe dans le tatouage, ce que je fais ou ce que je faisais à l'époque, c'est complètement digéré et c'est un peu mainstream. Et bientôt, ce sera vintage. Donc, mais c'est normal, c'est la suite logique des choses. Moi, j'étais dans une période très tourmentée. Et qui a été très difficile et ça a été très long et je me demandais si un jour ce serait possible de pouvoir d'en vivre, hein. Donc je suis pas arrivé comme une fleur dans ce milieu-là et ça, il a vraiment fallu que je joue des coudes et ça a été très 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 long. Je pense que ça a duré au moins 7-8 ans. Et donc, ça a mis plus de temps à apprendre en France. Là, c'était plutôt sur l'Europe de l'Est. Exactement. Ça, on va dire, ça fait peut-être 5-6 ans que j'ai des clients en France plus régulièrement qu'avant, mais pendant très longtemps, j'étais beaucoup à l'étranger, ouais. Ouais, c'était... Et encore maintenant, comme on en disait tout à l'heure, j'ai beaucoup de clients étrangers, beaucoup plus que des Français. C'est quoi la proportion C'est à peu près 80% d'étrangers, je pense. Ah, plus ou moins, hein, ça dépend des périodes. Mais ouais, j'ai beaucoup de gens qui viennent de partout. D'accord. Voilà. Effectivement, c'est assez atypique, j'ai l'impression, comme parcours. En tout cas, c'était pas un parcours tout simple. Ah non, vraiment et pas. parce que c'était sûrement lié au fait que ça soit novateur et que ça a fait peur, ou tu as un peu cassé les codes du tatou traditionnel. Je sais pas, en fait, quand t'as la tête dedans, là, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Comment ça se fait que les gens réagissent de cette manière, d'une manière aussi violente par rapport au fait que je dessine des oiseaux ou j'en sais rien. Enfin, je dessine des choses qui sont relativement douces. Et il n'y a aucune violence dans ce que je fais. Je ne comprends pas cette réaction-là, alors que tu fais un fœtus empalé sur une épée, les gens vont applaudir. Bref, je savais dans quel camp je... C'est trash. Ouais, exact. Ah, mais ça, j'en suis persuadé, mais je savais pourquoi j'étais là-dedans. Et comme on disait tout à l'heure, ça vient de mon éducation, ça vient de mon rôle de père, j'en sais rien. Mais c'était super dur. Et en plus... quand t'as la tête dedans, tu te dis, c'est mal barré, quoi. Et pourtant, j'ai pas le choix. C'est comme ça que je veux m'exprimer. Voilà. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment difficile. Alors, je sais pas si je serais prêt à le refaire, par exemple. Là, quand je regarde en arrière. Donc, parce que c'était vraiment galère. Après, le fait que des gens aient eu envie de se mettre au tatouage par rapport à moi, merci, c'est génial, c'est trop cool. Comme j'ai eu des gens qui m'ont dit, je t'ai vu, c'était mon premier concert quand j'étais gamin, tu vois, trop cool, tu vois. Et du coup, j'ai envie de faire de la guitare, génial. Si ça crée des envies et pas des envies mal placées, mais tu te dis, moi aussi, j'ai envie de m'exprimer et j'ai envie de le faire avec ça, avec, je sais pas, un pinceau, un crayon ou une guitare, c'est trop cool, quoi. Donc, tant mieux. Après, alors, ce côté un peu pompeux, on était dans les premiers, les machins, je pense que c'était un peu le hasard. Oui, mais c'est quand même assez contradictoire entre, comme tu disais, les motifs que tu fais, qui sont quand même des choses assez douces et poétiques, et la violence d'une réaction face à quelque chose d'inconnu. Enfin, c'est quand même un peu incompréhensible. Complètement, parce que c'était un milieu très macho, un milieu où je pense, alors voilà, ça peut-être faire un peu grincer des dents, mais je pense que c'était une période où les gens se faisaient tatouer un peu des armures pour faire peur à la petite vieille dans la rue. Ouais, côté un peu viril. Et donc une virilité un peu mal placée. Et moi, ça n'a jamais été mon truc. Je pense que t'as pas besoin de ça pour être un être humain et respectueux. Et voilà, donc c'était une époque un peu mouvementée et que j'ai réussi à traverser. Donc j'ai cette chance-là, mais ça a été un peu chaud des fois, quand même. Ouais. Et très très long. Très très long, ouais, c'est clair. Et aujourd'hui, est-ce que tu te considères comme artisan, artiste ou les deux ? Le grand débat. Alors moi je suis artisan en tant que tatoueur parce que je suis au service d'une personne, au service du coup d'un client, d'une cliente. Je me considère un peu comme un outil. Une personne qui veut se faire tatouer, en fait maintenant elle a accès à plein d'outils différents, dans plein de styles différents. Et elle peut choisir le type d'outil qu'elle a envie de sortir du tiroir. Donc moi, je m'estime artisan en tant que tatoueur. Après, en tant que peintre ou plasticien, je m'estime
artiste dans le sens où je dois rien à personne et je me fous de ce que les gens pensent. C'est très différent. C'est pas que je suis inquiet de ce que les gens vont penser de moi en tant que tatoueur, mais je veux dire, C'est une question de redevabilité alors ? Je suis redevable par rapport à un client ou une cliente, bien sûr. Et j'ai une grande responsabilité aussi dans le fait de ne pas mettre mon ego en avant dans les choix de la personne. C'est-à-dire pas essayer de convaincre quelqu'un, de dire mais si, vas-y, fais-le, c'est trop cool, tu vas voir, on va le faire, ça va être super, ça va être génial. Et que la personne soit un peu hésitante à se dire ah bah s'il est tatoueur, s'il me dit ça, c'est que ça doit être vrai. Et voilà, donc je travaille pas comme ça, j'essaie d'avoir vraiment des discussions pour que la personne puisse choisir en toute âme et conscience de ce qu'on va faire, du placement, du style de trait, couleur, pas couleur, etc., la taille. Voilà, donc moi je suis artisan à ce niveau-là et je le revendique haut et fort. Après, par rapport à mes dessins, par rapport à ce que je fais, là je suis artiste et ça oui, complètement pour tout ce qui est toute la partie création. Mais pour le travail, non, je me considère comme un artisan en tant que tatoueur. D'accord. Je voudrais qu'on passe à ton projet Agam Faye. Donc, tu formes un duo artistique avec ta femme Tal Agal. Donc, le projet, il me semble, Agam Faye existe depuis 2017. Et j'ai beaucoup aimé votre description sur le site. C'est un duo dans la vie et dans les rêves. Je trouvais que c'était très beau. Et c'est un projet qui mêle peinture, broderie, installation, jeu de lumière et son. Et vous avez fait pas mal d'expos en France et à l'étranger. Est-ce que tu peux nous expliquer comment le duo s'est formé, qui fait quoi, comment la créativité de chacun est mise en commun ou fusionnée, comment vous fonctionnez ? Alors donc c'est un peu le hasard qui fait qu'on a travaillé ensemble, comme je te le disais tout à l'heure, pour une exposition que j'avais en Argentine, qu'on a continué après en Norvège, et là on a vraiment intensifié notre collaboration. Tal, elle est créatrice sonore, beaucoup pour le théâtre, et elle a une identité sonore très 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 marquée, très sombre, qui à mon avis correspond bien avec ce que je fais moi en tant que peintre, qui n'a pas de rapport avec ce que je fais en tant que tatoueur, parce que j'ai jamais eu l'idée ou l'envie de répéter le soir ce que je fais dans la journée. Donc là, c'est un peu un exutoire. Et on aborde des thèmes assez politiques, des thèmes sociaux. Et donc, on est sur la même longueur d'onde à ce niveau-là. Voilà. Et donc, on travaille avec l'idée, pour les expositions, de créer une immersion complète pour les gens, avec plusieurs niveaux de lecture, dans le sens où quasiment pour presque toutes les expos, un enfant peut venir comme un adulte. Voilà, on peut tout voir sans que ce soit censuré, à part certaines, mais d'une manière générale, c'est assez accessible et c'est accompagné de textes. Et ces textes-là, en fait, permettent d'avoir aussi une autre vision de ce qu'on fait. Et donc, ça se permet de revoir à nouveau l'exposition avec d'autres clés qu'on donne. Donc, on va dire, c'est un travail avec plein de lectures différentes. Et là, les expos, on n'en a plus avec le Covid. Tout a été retardé, décalé, donc on ne sait pas du tout quand est-ce qu'on va réexposer. On avait deux grosses expositions à Tel Aviv en décembre, en décembre 2020 et en mars 2021. Donc là, pour l'instant, tout est arrêté parce que l'épidémie là, reprend à fond là-bas. Ils sont à 1800 personnes contaminées par jour, donc c'est un petit pays. Les musées, tout est fermé. Voilà. Donc on ne sait pas du tout ce qu'on va faire au niveau des expos. Après, on travaille sur plein de projets différents. Il va y avoir un double vinyle, un double album qui sort avec 50 créations sonores de Tal. Donc ça, c'est le projet qu'on a en ce moment. Il y a un livre aussi qui va être en fait 85 peintures qu'on est en train de finir en ce moment. Donc c'est des grands formats en peinture noire sur fond blanc. Donc là, il y en a 85 qui ont fini, qui seront sous forme d'un petit livre. Après, on va faire un récapitulatif sur un livre un peu plus gros, sur nos quasiment 6 ans de création en commun.
Voilà, on a pas mal de... Ouais, on a beaucoup de projets, mais on essaye de les faire de manière un peu organisée. Et on avance bien dans nos recherches. On a des... Ouais, on a plein d'autres choses qui sont encore en attente, mais notamment, on va travailler un peu le textile, là, à partir de la rentrée, j'espère, pour faire une série qui correspondra à ce livre qu'on veut sortir avec ces 85 peintures noires sur fond blanc. Donc on avance. Et comment vous travaillez justement? Quel est le process un peu de création? Comment vous arrivez à utiliser tous ces supports et à accorder tout ça à deux? Alors on a un grand atelier qui est en Vendée. C'est la maison que j'ai encore là-bas. Et donc c'est un atelier géant. Ce qui fait qu'on peut par exemple travailler sur des grands formats qui font 3 mètres de hauteur. Tu vois, on a la possibilité de faire ça. Quand on est à Paris, comme en ce moment, on travaille sur des petits formats parce qu'on n'a pas de place. Et voilà, donc en fait, le lieu conditionne énormément la création, je pense. C'est malheureusement comme ça. Donc là, on est toujours à la recherche d'un atelier plus proche de Paris pour tout délocaliser, tout ramener ici, pour avoir tout au même endroit. Parce que là, par exemple, la création sonore, Tal, elle travaille aussi, elle a son bureau en Vendée, dans l'atelier, mais elle travaille aussi ici. Enfin, on est toujours entre deux endroits. Et puis après aussi, la création, elle est aussi un peu in situ selon le projet qu'on nous propose. Par exemple, la dernière exposition qu'on a faite, elle était à Angers, là, l'hiver dernier. Et il y avait, je ne sais plus combien, je crois, 250 mètres carrés de lieux très très hauts. Donc on a aussi travaillé par rapport à ce projet d'immersion. Donc on bosse sur place. On a passé une semaine à tout installer par rapport aux lieux qu'on nous donnait. Donc c'est plein. On travaille on n'est pas organisé en fait, je crois. Hein, on sait stocker, on sait trier, mais voilà, on a plein de projets. Il y a un DVD aussi du film qu'on a fait. Il y a quelques mois, il faut qu'on le fasse, qu'on le sorte pour qu'il soit disponible pour les gens. On a plein de trucs. On en a plein, mais on avance bien. Voilà. Et j'ai lu que vos créations sont inspirées par les voyages et les rêves. Et je voulais savoir quel message vous souhaitez porter, quelles thématiques, comme vous dites, quelles thématiques vous aimez aborder. Alors, les thématiques, comme je te disais, elles sont très politiques. Elles sont très sociales. Alors, on n'est pas des voyants, mais par exemple, on a une exposition à Paris qui s'appelait Tisser des... c'était quoi? C'était tisser... Merde, j'ai un blanc là-dessus. Et c'était sur le fait que l'État... comment l'État peut te faire taire et te faire disparaître. Et c'était bien avant les Gilets jaunes et tout ça. Et on a travaillé là-dessus, sur ce thème-là, qui pour nous est super important, notamment on y revient sur la liberté d'expression. Donc on a travaillé là-dessus. En ce moment on travaille sur cette série là de peintures où on traite de la sexualité, on va dire qui soit pas genrée. Parce qu'on est dans une période où on est dans l'ultra politiquement correct. Si t'es homo, c'est quand même très compliqué. Si t'es trans, c'est super compliqué. Si tu l'es pas, c'est très compliqué en tant qu'homme. Comment t'avances en tant que femme, on n'en parle même pas. Donc voilà, on travaille sur tous ces thèmes-là. Des choses qui nous paraissent extrêmement importantes. D'autant plus qu'on a quand même 6 enfants à 2. Et on les voit grandir et on les voit se positionner dans la société. Et je pense quand même que c'est vraiment très compliqué de trouver sa place. Donc on travaille sur tout ça, sur le souhait d'essayer de rester libre. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous d'être libre, de ne pas être esclave de tout ce système, d'aller faire métro, boulot, dodo, juste pour travailler pour l'État, etc., etc. Donc c'est assez global. Et je pense qu'on n'aura pas assez d'une vie pour tout aborder, quoi, mais... Ouais, il y a de quoi faire, puis ça bouge. Ça... Ouais, complètement.
Voilà. Et l'exposition s'appelait « Tisser des violences diffuses ». La fameuse exposition sur ces violences policières qui continuent. Exactement. Et la période là, de confinement donc, qui était quand même difficile pour tout le monde, et notamment pour les artistes, est-ce que ça vous a... même si les expos ont été annulés, est-ce qu'au niveau créativité, ça vous a poussé justement un peu dans vos retranchements, le fait de se retrouver un peu comme ça, de penser à quelles sont les prochaines étapes, ou de quoi on a envie de parler maintenant? Alors, pas vraiment, parce qu'en fait, le mode de vie du confinement, c'est déjà notre mode de vie. Hormis le fait que là, on était privé de liberté de mouvement et de déplacement, mais les périodes où on est à l'atelier à travailler, coupé du monde, c'est pas notre quotidien, mais c'est quasiment notre quotidien. Donc c'était, en gros, on en rigolait, on disait tiens, c'est marrant, les gens vont voir comment on vit en vivant ce qu'on vit, parce qu'on vit tous la même chose, d'être à la maison, et puis après t'en fais ce que t'en veux du temps. Donc non, ça a pas, il n'y a pas eu une influence sur notre travail. On a continué à bosser en fait, à part le fait qu'on n'avait pas la liberté de mouvement, et ça c'était très difficile et très dur. Mentalement, moi ça m'a mis un coup, comme plein de gens, hein. Ça c'était vraiment compliqué, mais bon, on était là-bas à l'atelier, on a un bout de jardin, donc tous les jours on se disait quand même on est assez chanceux par rapport à plein de gens qui ont pas de balcon, pas de terrasse, qui sont enfermés. Nous on avait tout petit peu d'espace, pas autant qu'on aurait aimé, mais on en avait. Et donc on a continué à bosser comme on le fait toute l'année en fait. Voilà, donc c'était violent dans le sens où encore maintenant on sait pas comment faire pour bouger et voyager, mais là pendant le confinement, je sais plus, on devait être au Portugal, en Espagne, on devait aller en Israël, on avait le projet en octobre de partir dans le Pacifique. On n'y va pas, c'est des trucs comme ça qui nous ont un peu pesé moralement, mais c'est tout. Voilà. On attend qu'une chose, c'est qu'on puisse retraverser les frontières facilement, et voilà. Et donc les prochaines étapes du projet, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, de quoi vous avez envie de recommencer les expos, de sortir, comme tu disais, des livres, vinyles, etc. Absolument, ouais, c'est sortir ces objets-là qui ont bien avancé. C'est aussi, on est aussi à la recherche d'une personne qui puisse travailler avec nous pour le côté un peu technique et administratif et tout ça. Donc là, je lance un appel si des gens sont intéressés. Parce moi, c'est pas du tout mon truc. Et voilà, donc on a besoin on cherche un ou une assistante pour travailler avec nous durant l'année, qui a envie de se déplacer, envie de voyager aussi, etc., etc. Et puis après on verra. Là, tout est arrêté, mais on n'est pas les seuls, hein. Déjà, tu vois avec les groupes, hein, tous les concerts sont décalés d'un an, quasiment jour pour jour. Donc là, dans l'art, je sais absolument pas de quoi sera fait demain. Mais bon, nous, on continue sur ce qu'on a prévu de sortir. Et puis après, qu'est-ce qu'on va en faire ? J'en sais absolument rien. On va essayer de dire que ça existe, qu'on est là, et puis continuer. Là, moi, j'ai hâte de rentrer en Vendée pour reprendre des grands formats de peinture. J'ai hâte que les 85 peintures plus petit format soient finies, parce qu'après on fait de la sérigraphie avec l'Insolente, qui sont des potes dans le 20e, et avec qui on va travailler sur ce projet-là. Donc voilà, il y a plein de trucs. L'essentiel, c'est de rencontrer des gens, de rigoler surtout, de réfléchir à l'après. Voilà, ouais, c'est tout le temps en activité, c'est clair, ouais, complètement. Et puis on cherche toujours activement un atelier un peu plus près de Paris, donc ça nous prend beaucoup de temps aussi. On fait beaucoup de visites, on cherche. Voilà. On en est là pour l'instant. Donc on est vivant, c'est déjà pas mal. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci Lionel. Merci beaucoup, vous aussi. Ça vous a plu ? Alors, j'ai besoin de vous. Abonnez-vous. Notez le podcast avec plein de petites étoiles. Et n'hésitez pas à commenter, cela m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. Je suis aussi sur Instagram, Facebook et le blog.
C'est tout simple, c'est Stefayako. Merci. Stefayako.